Ce podcast vous est présenté avec la participation de Numéricable. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro 16 de Zapcast, un numéro qui va vous faire trembler et vous faire marrer. Pour la partie qui fait peur, nous sommes allés à la rencontre des Black Room, deux petits gars qui du fond de leur cave vous parlent de cinéma gore, fantastique et horreur. Et en deuxième partie, on a rencontré Mabille, père et fils, pour leur poser la question et se poser la question, est-ce que les geeks se prennent la grosse tête ? Alors ne perdons pas une seconde de plus, lançons l'émission ! Ils sont deux, Comme nous. l'un devant la caméra, l'autre derrière. Ils s'appellent Karadec tous les deux, mais je crois savoir qu'ils ne sont pas de la même famille. Ce n'est que le fruit du hasard. Ce sont les créateurs de Black Room. Black Room, c'est un podcast vidéo dédié exclusivement au cinéma bis, horreur, gore et fantastique. N'écoutant que notre courage, nous sommes descendus dans leur cave pour une interview exclusive. On regarde ça tout de suite. Tout de suite. Salut Julian. Salut. Merci de nous recevoir dans ton antre, dans ta Pas de cave. problème, j'habite là. Tu es tout seul aujourd'hui, puisque Guillaume n'a pas pu nous rejoindre. Je suis tout seul, ouais, ça devait se faire comme ça, mais en effet, il n'a pas pu venir au dernier moment. Mais c'est toi la star, donc on s'en fout un peu. On va dire ça. Et puis les absents ont toujours tort. Julian, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais dans la vie en dehors du podcast Black Room ? Alors, je m'appelle Julian Karadec, donc on a lancé le podcast Black Room, j'aime pas le mot, je préfère une émission Black Room il y a 1 an et demi de ça, avec donc, Guillaume Karadec qui est mon meilleur ami. On était bourrés en fait un soir et on s'est dit qu'en regardant Scream 3 je crois, ce qui n'est pas forcément super inspirant en tant que tel, mais on a décidé de lancer un podcast sur le cinéma d'horreur parce que on en avait un petit peu, j'ai pas envie de dire marre, mais on trouvait que le machin était sous-représenté en France, soit pas bien, soit pas assez, enfin, on voulait faire notre truc quoi. Comme on voulait, avec un ton qu'on voulait, voilà. Et justement, tu penses que ça vient d'où le fait que ce cinéma bis, gore, horreur, fantastique soit un peu souvent un peu méprisé par la critique traditionnelle, il faut bien dire ce qu'il y a. C'est pas tant, c'est un sujet qui est super profond, on pourrait y passer des heures, mais en gros on est dans un pays qui qui valorise et qui met surtout en avant les élites qui sortent des écoles de cinéma, qui sont fondées par des cinéastes français d'il y a 30 ans, qui eux-mêmes ont été les fils de cinéastes français d'il y a 30 ans. Donc c'est une espèce de tradition qui se perpétue. Et donc les jeunes cinéastes, il y en a des super talentueux en France. Je pense à Maury Bustillo, Alexandre Aja, qui lui, manifestement a répondu aussi aux sirènes d'Hollywood, et il a eu raison, quelque part. Dans un pays qui laisse pas sa chance à ce genre de cinéma, parce qu'on est quand même dans un pays qui est culturellement complètement axé à droite et qui a une élite assez puritaine qui ne veut pas voir ce genre de cinéma arriver en France. C'est pour ça qu'on a eu des interdictions moins de 18 ans à l'appel il y a quelques années. Je pense à Saut 3 de Darren Lynn Bousman, ou même Quand l'embryon part braconner de Koji Wakamatsu, film de 64 si je dis pas de conneries, qui sortit en France en 2005, qui était un film Pink qui avait été bombardé par, je crois que c'était Dominique Baudis qui était à la tête du CSA à l'époque, et qui l'avait interdit en moins de 18 ans en France. Donc c'est vraiment, il y a une volonté de tuer dans l'œuf toutes les tentatives de faire ce genre de cinéma en France. La tendance commence à s'inverser depuis 2-3 ans, mais alors c'est très tiède. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dommage, et plus c'est réfréné, et plus on a envie d'en parler, d'en faire parler, que les gens sachent ce qui se passe, quoi.
Pour ceux qui ne connaissent pas les frères Quay, c'est deux petits gars, deux frères, donc qui sont spécialisés dans les courts-métrages d'animation un petit peu dark, qui étaient projetés avant les films de Guy Madine quand ils sortaient au cinéma. Ils avaient fait un premier long-métrage il y a quelques années qui était excellent avec Amira Kazar et Godfrey John qui s'appelait L'accordeur de tremblement de terre. Et il y a un second long-métrage qui va être sûrement greenlighté qui s'appelle Sanatorium Under the Sign of the Hourglass. J'ai 5 minutes à mémoriser. L'histoire d'un mec qui rend visite à son père mort dans ses rêves. Ça a l'air très fantasmagorique sur le papier, très barré. Et quand même, ça a l'air pas de la merde. Les frères Quay, c'est quand même pas n'importe qui. Comment vous dénichez certains films? Parce que tu parles parfois, enfin tu fais la critique de films qui sont ni distribués, ni projetés en France. Comment tu fais pour te tenir au courant et puis les voir? Bah, c'est vrai que dans l'absolu, j'aimerais même faire que ça parce que il y a énormément de films en effet qui sont absolument pas distribués en France. Il y a quelques éditeurs qui se bougent un petit peu le cul quand même pour pour en sortir en France. Le plus gros évidemment c'est Wildside. Mais voilà, c'est comment je fais, c'est pas compliqué. Il y en a beaucoup qui sortent uniquement en édition anglaise. Les Anglais ont cette particularité de sortir tout et n'importe quoi dans des éditions qui sont pas forcément terribles, mais ça a le mérite d'être au moins disponible pour les Français à moindre prix parce que les DVD en Angleterre coûtent deux fois moins cher qu'en France. Voilà, maintenant c'est vrai que le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique, le cinéma bis a trouvé énormément son marché dans le direct ou vidéo, à l'étranger international. Mais voilà, il y a quelques éditeurs, notamment Metrodome ou Corbeil aux États-Unis, qui sortent tout n'importe quoi, ils se prennent pas la tête à chercher. C'est pas des éditions qui sont terribles, l'image est mauvaise, il y a pas de muscle que ça, mais ça a le mérite d'exister, c'est disponible, c'est visible. Donc c'est vrai que dans l'absolu, j'aimerais faire que ça, parce que j'ai chroniqué, j'ai découvert des trucs qui m'ont vraiment mis beaucoup plus sur le derge que la plupart des films d'horreur qui sortent en France. Je pense notamment récemment à Heartless, je crois qu'il est sorti en France, mais je suis même pas sûr, ou Cargo, qui est film suisse-allemand de science-fiction. Ouais, dont tu parlais dans le dernier épisode. Exactement, qui est sorti. Alors, ils l'ont sorti en DVD en France, mais ça fait genre 1 an et demi, 2 ans après la sortie. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui est beaucoup plus foisonnant et qui est accessible pour pas grand-chose au final, parce qu'on vit avec des salaires de prolétaires nous aussi, et on arrive à commander, à voir tous ces films en DVD. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très riche, qui est une bonne source de découverte, qui en général, c'est des DVD qui sont édités pas longtemps après leur passage en festival, parce que les mecs savent qu'ils ne seront pas vraiment distribués à l'échelle internationale. Donc voilà. Du coup, ça condamne un peu les films à un succès d'estime plus que des gros succès, même si c'est des très bons films au final. En France, en tout cas. Maintenant, il y a des, comme je te dis, il y a des festivals qui, partout dans le monde, qui pèsent par leur prix. Quand tu arrives au BIF, quand tu arrives à Gérardmer, il y a 20 ans à Avoriaz, à Sundance ou au South by Southwest, ça veut dire quelque chose. Ouais. C'est vrai que dans la communauté, même dans une échelle plus large que ça, mais les cinéphiles savent que si un film a été primé au SXSW, si en effet ils l'ont mis en tête d'affiche au BIF, ça veut dire quelque chose. Donc c'est vrai qu'en France, mais dans l'absolu, dans le marché du DVD, du VTV, du cinéma comme ailleurs, évidemment ce sera pas bien distribué, ce sera pas bien les Télérama et Libé, j'en passe évidemment, on peut en dire du bien parce que pour eux c'est du sous-cinéma. Ouais. Donc, mais toujours est-il que c'est vrai qu'il y a des films, des sites qui se font un point d'honneur à distribuer ces films-là. On parlait, je pense à Twitch, qui est un site canadien, qui est un des meilleurs sites pour se lancer sur le site de cinéma, ou /film. Donc c'est vraiment, ils ont l'info non-stop, ils couvrent tous les festivals, et ça donne une certaine valeur à ces films. Donc c'est vrai que si on se renseigne un peu, si on a envie d'aller vers ce cinéma-là, c'est clairement pas via la distribution française et la presse française qu'on va y accéder, et les gens le savent, quoi. C'est ceux qui veulent vraiment s'intéresser, finissent par savoir. Et puis Blackroom est là pour faire le relais. Aussi, ouais. Aussi, quand même, faut le dire. Bonsoir et bienvenue dans ce 10e épisode de Blackroom, mais malheureusement le dernier de la saison. On fait une petite pause pour vous améliorer un peu tout le bordel. On va refaire le site web, Blackroom va devenir un podcast. On est en train de former une nouvelle assistante stagiaire, il va y avoir... Désolé. Bonne soirée. Vous tournez dans une cave, voilà. Tourner dans une cave, est-ce que ça vous a pas provoqué des petites surprises un peu inattendues, genre l'attaque du gardien d'immeuble psychopathe?
Ou de rats mutants venus de l'espace? Non, peut-être l'attaque de la voisine qui venait récupérer ses romans Harlequin et qui voyait des zigotos tourner un truc. En train d'installer la caméra en fait, donc elle savait pas trop ce qui était en train de se Elle a passer. dû se dire Mais sinon, à part des. movie dans le Ouais, manga ou autre chose. un truc un peu plus chaud. Mais à part des bruits bizarres dans les tuyaux, non. Tout va bien, on nous a jamais emmerdé. C'est très cool. Il est forcément arrivé à certains d'entre vous un soir de débauche, de beuverie, comme ça, de vous trouver submergé, avalé même par une vague de création artistique en vous disant le matin il faut que j'écrive ces idées, je vais en faire une nouvelle, un court-métrage, je vais devenir riche et célèbre. Mais là où vos géniales idées, toute votre créativité part en général aux chiottes avec le vomi de 6h du matin, la créativité de Tom Six, le réalisateur Tom Six, elle est restée intacte et il nous a pondu un film qui s'appelle The Human Centipede First Sequence, un semi-nanar chirurgical qui aime beaucoup jouer avec son caca. Revenons un peu dans le passé. Quel est toi le film qui t'a fait le plus flipper quand t'étais, qui t'a le plus perturbé ou qui t'a vraiment le plus marqué et qui t'a donné envie de t'intéresser à ce genre de cinéma quand t'étais gamin? Ouais, écoute, quand j'étais gosse, alors je sais pas si c'est le film qui a... parce que ça, il n'y a pas un film, mais si quand j'étais gosse, il y a un film qui m'a traumatisé, ce serait Labyrinthe. Alors je crois que c'est Jim Henson, avec David Bowie et Jennifer Connelly. Ah oui. Parce que j'ai dû le voir quand j'avais 6-7 ans, et en fait, comme tout le monde, en fait, il faut le revoir aujourd'hui, parce que si on le revoit aujourd'hui avec un œil d'adulte, on s'aperçoit que David Bowie passe l'intégralité du film à faire tourner 2 boules en cristal dans sa main devant une Jennifer Connelly qui a 16 ans. Donc David Bowie jouait avec des boules devant une Jennifer Connelly de 16 ans pendant 2 heures, c'est vrai que c'est assez perturbant pour le coup. I've brought you a gift. What is it? It's a crystal. Nothing more. But if you turn it this way, look into it, it'll show you your dreams. But this is not a gift for an ordinary girl who takes care of a screaming baby. Donc c'est un peu ton film séminal, on va dire, Non, fondateur. pas vraiment, ce serait plutôt Alien, Alien, pour le coup, ouais. mais peut-être que ça fait jamais quelque chose en moi. Ouais. C'est possible. Restons dans les trucs qui font peur, hein, puisque c'est un peu le sujet. Pour toi, c'est quoi le comble de l'horreur? Luc Besson. Bonne réponse. Voilà. pour revenir à tout ce que je te disais avant, voilà. Ouais. Pour moi, c'est le schéma parfait de Du producteur-réalisateur. Non, mais même dans sa... Pour moi, c'est le George Lucas français, quoi. C'est dans sa courbe... filmographique, dans toute sa carrière, ça représente exactement ce qu'aurait pu être le cinéma de genre à une époque. Et puis, ce que ça a été le par gros la suite, flop. quoi. Donc voilà, le compte de l'horreur, c'est bien Besson. Luc, si tu nous écoutes. Voilà. Faut bien l'admettre, en ce moment, les films de vampires, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus viril au cinéma. Et sans espérer un retour à la grande époque des Blade, on pouvait quand même attendre quelque chose de plus substantiel au cinéma en ce moment que des métrosexuels qui brillent au soleil et qui chialent devant True Blood. Vous en êtes à combien d'épisodes là sur J'ai envie de dire 13, je crois que c'est 12, 13, 12 je crois. Ouais. Sur le dernier épisode, tu annonces que vous avez décidé de passer à un format différent, un format mensuel, mais un format plus long. Alors pourquoi pour quelle raison C'est vrai que c'est surtout des histoires des questions de temps et de disponibilité, parce que on n'est pas financé, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend tout ce que tu veux. On a tous les deux des emplois du temps assez chargés, donc c'est vrai qu'à l'époque j'avais dit ça pour me libérer un peu, pour avoir plus de marge, mais au final 2 mois plus tard on doit sortir le prochain. Donc on sait pas encore bien, on sait pas encore si on va rester sur un format mensuel plus long comme on l'avait fait pour le dernier tous les mois, ou si au contraire on va abréger le truc et le faire toutes les semaines. On sait pas, on a encore une phase de réflexion, on sait pas ce qui est plus accessible, ce qui plaira, parce que quand même le but dans l'histoire c'est de diffuser le machin pour que les gens en effet sache quoi voir en dehors des sentiers battus sans que ça soit chiant à regarder ni quoi. On ne sait pas, on va voir. Et dans la répartition des tâches sur la préparation, la fabrication et tout ce qui a trait à l'émission, vous répartissez ça comment? Non, c'est assez simple, je m'occupe de l'écriture, de la présentation, du montage, Guillaume s'occupe de la réalisation, de tout ce qui est mise en ligne sur Internet, parce que j'y connais que dalle. Voilà, donc lui c'est plus l'aspect technique et moi c'est tout
tout le reste. Et voilà, putain, c'est dégueulasse. Bob, on avait dit quoi pour la cave déjà? On avait dit des murs blancs, on avait dit de la moquette. Et ouais, on est des stars maintenant, mon grand. Écran.fr, votre caster. Tu sais qu'on n'est pas obligé de te payer, hein, même si tu bosses 5 jours par semaine. Ouais, t'as pas de diplôme. Tu sais ce qu'on va faire? On va en parler avec ton maître de stage. Oui? Juliane, il y a Bob, il a fait que de la merde, il a pas fait le travail. Quoi? T'en fous, moi, cette convention de stage Cotorep. J'ai dit, on fait le travail! Vous avez couvert l'Étrange Festival, l'édition 2010, qui était vraiment intéressante d'ailleurs, et puis avec des rencontres assez bizarres. Celle de François Sagat était quand même assez rigolote. À part l'Étrange Festival, est-ce qu'il y a d'autres événements liés à ce type de cinéma que vous aimeriez couvrir? C'est vrai que j'aimerais dans l'absolu, j'aimerais beaucoup couvrir Gérard May, un de ces quatre, quand ils arrêteront de passer des films qui sont sortis il y a 6 mois. Mais c'est vrai que couvrir le BIF, couvrir Gérard May et couvrir Deauville Asia, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un des reviews d'émissions qui serait uniquement sur le cinéma asiatique, voire faire des émissions spéciales, parce que c'est quand même un domaine qui est extrêmement foisonnant. Dans l'option, on aimerait tout couvrir au final, parce que c'est vrai que les festivals sont assez généreux en termes d'accréditation, donc ils peuvent faire parler d'eux. Donc c'est vrai qu'avec Blackroom, on a pu rentrer au BIF, on a pu avoir des accréditations un peu partout, donc ça va venir, clairement ça va venir dès qu'on a le temps. Il vous manque quelque chose aujourd'hui pour... Ouais, du temps. Ouais, comme tout le monde, ouais. Okay. Non, moi je suis content d'avoir fait, comme disait Bruce Labrousse, je suis un guerrier. Ouais, non, un soldat. Et bon, un dernier truc qu'il fallait que je le fasse, on t'a forcément déjà demandé de faire un Tiger Shot. C'est quoi un Tiger Shot? La dernière question, on a parlé du passé, maintenant parlons un peu de l'avenir. Quel avenir vous voyez avec Guillaume pour Blackroom? Est-ce que vous avez des projets Comme je te dis, c'est vrai que dans l'absolu, on aimerait avoir le temps, les moyens, la finance de faire ça de manière régulière pour que ça devienne quelque chose de solide. Donc s'investir un petit peu plus, faire ça de manière plus régulière, que ce soit vraiment quelque chose qu'on puisse attendre chaque lundi ou chaque premier du mois, je sais pas encore. Pouvoir être au final, je sais pas, diffuser quelque part. Mais on veut pour les gens qui vont pas forcément d'eux-mêmes vers ça, faire prendre conscience qu'il y a un cinéma qui se développe pas forcément qu'en France, un cinéma qui n'est pas forcément visible en France, dont ce qu'on voit en France c'est la partie émergée de l'iceberg, et qu'il y a énormément de choses qui sont disponibles facilement et ailleurs. Et que clairement, si on est aujourd'hui en 2011, si on est un fan de cinéma d'horreur, il faut aller chercher clairement ailleurs. Parce que c'est pas en France que ça se passe pour l'instant. Ok. Bon, en attendant que Blackroom fasse la couverture à Hollywood, nous on continue à vous regarder sur l'internet français et puis on recommande à tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans de ce genre de cinéma. Moi je suis pas, je l'avoue, j'aime bien le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur ça me fout un peu les chocottes. Je suis un peu sissi là-dessus, mais c'est très bien fait et puis donc on vous encourage à aller les voir. Merci Julian. Mais de rien. Voilà, un grand merci à Julian de nous avoir reçus dans la cave, indirectement aussi à Guillaume, même s'il n'était pas là, et voilà, c'est ça la vie d'étudiant, il était en pleine révision pour ses examens. Ce qu'on peut dire sur Blackroom, c'est que même si vous n'êtes pas fan de ce genre de cinéma, ce que nous ne sommes pas, tu m'as traité de fillette, mais t'es pas mieux que moi. Tu me montres un doigt coupé et je fais c'est trop facile. Donc voilà, allez les voir parce que franchement, l'émission est vraiment très très bien réalisée. Il y a beaucoup de peps. Vous verrez que Julian a une pêche incroyable. Il a un vrai talent de présentateur. Et techniquement aussi, je trouve que l'émission, il y a une adéquation avec les moyens qu'ils ont, mais ça donne quelque chose de vachement cohérent parce que voilà, ils tournent dans la cave, mais c'est bien adapté. Le son est bon, et ça, on ne cesse de le dire, et on n'a pas toujours été la preuve de ça, mais c'est que le son est hyper important dans un podcast. Et Dieu sait si c'est difficile dans un endroit comme une cave. C'est super dur. Et ça donne vraiment une émission très très agréable à regarder. Donc bravo, et on vous conseille vraiment de la regarder, c'est surtout si vous aimez ce cinéma-là. Merci les gars. Merci.
Vous les avez probablement croisés quelque part, parce qu'en ce moment, on les voit partout, l'apéro du capitaine, au Quadratour, chez Polygeek, sur Twitter, sur Facebook, parfaitement intégrés aux réseaux sociaux et à la podcastosphère francophone. J'ai parlé d'Emmabi, père et fils. Ça nous a paru très très intéressant de faire une interview parce que ces deux-là travaillent ensemble depuis 10 ans, connaissent très très bien le monde des médias traditionnels, RTL, etc., Paris Première, et en même temps, ils se lancent à fond sur le podcast, ils y croient vraiment. Donc c'était intéressant pour nous d'avoir vraiment un témoignage de ces deux mondes et de la passerelle. Donc Bernard nous a invités chez lui, on a répondu à l'appel et on vous invite à le partager avec nous tout de suite. Alors on est là ce soir chez Bernard et Pascal Mabille. J'ai vraiment l'impression d'être dans une émission de Drucker là. Il manque plus que Bernadette qui va arriver, le chien. L'ambiance. Ça va bien, tout est bien. Jean-Pierre Coff qui va nous faire la cuisine. Exactement, c'est dégueulasse. Non, il dit quoi? C'est de la merde. C'est de la merde. Non, ça c'est le capitaine. On s'y perd. Donc on est là un petit peu pour parler de vous. Alors on va parce que peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne savent pas, mais en tout cas, Bernard, c'est une grosse tête. Ouais. Et tu es dans les grosses têtes depuis combien de temps maintenant? 6-7 ans. Depuis la reprise de Bouvard. Après qu'il l'ait viré, ils l'ont rappelé. Parce que, comme Steve Jobs. Oui, c'est ça. Et il est venu me chercher à ce moment-là, quoi, en me disant « Oh là là, vous venez, mais vous savez, vous ferez peut-être qu'une émission. » Et puis finalement, j'y suis tous les jours. Tu es resté, c'est très dur de trouver son créneau, mais une fois qu'on a trouvé son créneau et son personnage, ça va, quoi. Il y a un peu cette ambiance arrivée, le dernier arrivé de la classe, t'as eu un peu dur au début? Moi j'ai eu de la chance parce que je redoutais Jean-Jacques Perroni qui peut être très féroce. Je me suis dit, si jamais il me chambre, j'ai jamais me relever, je ne reviendrai plus. Et il se trouve qu'après Jean-Jacques Perroni, je lui dis, t'es gentil avec moi, mais il me dit, mais c'est normal parce que tu m'as fait un très bon article quand je faisais du café-théâtre, alors c'était dans les années 80, je m'en souvenais plus d'ailleurs. Et il m'a renvoyé le remerciement, quoi. D'accord. Mais si quelqu'un ne plaît pas, on arrive à le virer très vite. Oui. Ah oui, il suffit de ça traîne pas. Tu ris pas aux vannes. Ouais. Mais il y en a, on en a vu passer quelques-uns quand même. Ah oui, qui tiennent pas. Ça dure depuis combien de temps les 34 ans. 34 ans. On va faire la 34e année. C'est presque la plus ancienne des émissions radio. Je sais pas, il faudrait regarder. Mais je pense. 34 ans et toujours en tête de toutes les émissions de radio. Donc je trouve toujours un nouveau public. Loin devant, oui. Ouais. Oui, parce que ça va démarrer avec des trucs culturels, toi, quand il y avait Jean Dutour. Il y a eu une période culturelle où il invitait des académiciens, Dormesson, Jean Dutour. Alors là, c'était vraiment grosse tête, on posait des questions de culture. Après, il y a eu une partie délire qui était formidable, qu'on peut réécouter, je crois, la nuit sur RTL, avec Jean-Yann, Jacques Martin, Kersozon. Nous, on est devenus plus... Je crois qu'on s'est adapté à l'humour actuel. Quoi. Ouais, donc, ça a suivi... Là, de toute façon, on ne peut plus parler de rien. Alors donc, tu ne peux plus faire de blagues sur tellement de gens qu'on s'est rabattu, si j'ose dire, sur les histoires de cul un peu, quoi. Mais ça plaît, c'est bien, c'est toujours bien. Finalement, n'importe quel dîner, ça se termine toujours comme ça. Et tout le monde comprend, c'est valable pour tous les âges. C'est universel. Oui. Et alors toi, Pascal, t'es un peu l'homme de l'ombre, donc on va te présenter un peu plus. Pascal Mabille, le fils. À la caméra. Le fils. Moi, je suis pas très caméra. Qui es-tu? Comment tu t'inscris dans la trajectoire de ton père? Physiquement, à l'âge de Pascal, je lui ressemblais. Mais ça, c'est une vieille légende urbaine. C'est comme le crocodile dans les égouts de Paris. Pour toi, mais... Et il n'y avait pas de McDonald's à l'époque. Oui, il n'y avait pas de McDonald's. Moi, je suis donc Pascal Mabille, je suis le fils de Bernard, l'un des enfants de Bernard, parce que nous sommes 6 dans la famille. D'accord. Et je m'occupe de tout ce qui est informatique, technologie, et nouveaux médias, et la veille aussi culturelle, pour Bernard. Le community manager. Voilà. C'est mon poisson pilote dans ce monde étrange de l'Internet. Oui, parce que si on reste un peu sur les choses que tu fais aussi... je fais de la télé, Paris Première. La revue de presse. La revue de presse du... Je fais de la scène, beaucoup de scènes. Et co-auteur avec Anne Romanoff. J'avais pas écrit pour quelqu'un d'autre depuis Thierry Luron. D'accord. C'est pour écrire pour les gens, il faut une telle communion que j'avais
trouvé personne. Ça fait combien de temps avec Anna Romanoff que 3 ans. 3 ans. Enfin, on co-écrit. Et puis ça cartonne. Elle écrit, oui. Ouais. Non, mais elle écrit. Hein. Bah oui, puisqu'on a fait, on avait fait un score de vues sur Internet énorme. Énorme. Combien à peu près 6 millions cumulés entre YouTube et Dailymotion. C'était marrant parce que 10 jours avant, elle me disait Foresti, quand elle met un truc sur le net, elle fait tout de suite 300 000, 400 000. Moi, j'en fais 70 000. C'est devenu un truc important chez les humoristes, le score Internet. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est une donnée... C'est devenu, à mon avis, c'est devenu aussi important que les audiences radio ou télé. Quoi. C'est presque devenu un comptage de la machine à café. Est-ce que la blague est répétée à la machine à café? C'est un peu le score Dailymotion. Dailymotion, c'est énormément basé sur le renvoi de mails, tout ça. Donc, Quand je regarde un truc sur Internet, je regarde le nombre de vues. Non, mais on est tous pareils. Hein. Je dis, il n'a pas été vu. Oui. Bon, pour l'instant, vous êtes encore battu par des chats qui tombent de la table, mais, mais ça, c'est universel. Ça, personne ne peut battre ça. Nous, on avait fait le chat ascenseur. Oui. On voulait gagner un concours. Sur le poste, ils faisaient un concours des chats les plus mignons et on avait fait le chat qui grimpe dans le panier pour aller au premier étage. J'ai mon autre fils qui a un chat, et pour pas le sortir, il l'a habitué à monter dans une boîte et il le tire avec une corde. Ah, c'est super. Ah, mais oui, je l'ai vu cette vidéo. Oui, ça a bien marché, mais on n'a pas gagné quand même. On n'a pas gagné. Non, mais j'avais vu. On ne l'avait pas martyrisé, donc on n'a pas gagné. Bon, enfin, si vous êtes là ce soir, parce que là, on est quand même dans le podcast qui parle des podcasts, on va se concentrer sur vos productions web. Et ce que j'ai appris, en fait, vous êtes là depuis le début du podcast. Peut-être même avant l'invention du podcast. Avant l'invention. Vous aviez déjà tout prêt, une année de production. On était là pourvu qu'ils inventent le podcast, qu'on puisse... C'est ce que tu disais, Pascal, depuis 2005, c'est-à-dire à peu près quand iTunes a commencé à héberger des podcasts. Oui, parce qu'au début, les podcasts, c'était surtout aux États-Unis, donc c'était plus ceux qui sont anglophones qui avaient eu la possibilité de découvrir ça. Et c'est vrai que Steve Jobs, lui, quand il a décidé de le mettre dans iTunes comme un contenu gratuit et supplémentaire, tout de suite, on s'est dit, j'en ai parlé à Bernard et je lui ai dit, il faut foncer là-dedans. On a été acheter un gros micro, on a été allé acheter une table de son. Ouais, parce qu'au début, vous ne preniez pas ce que tu faisais et le mettre sur le web. Vous avez créé un contenu original. C'était Mabille en liberté dès le départ. Bernard Mabille en liberté. Bernard Mabille en liberté. Avec une musique de Jean-Philippe Goud. Oui, un ami qui nous avait fait le générique. Non, c'était bien, c'était drôle. Ça prend quand même beaucoup de temps, quoi, tu vois. Et puis. Vous faisiez ça au téléphone. On travaillait au Nokia. Ça, c'est la deuxième période. Au début, on était à la caméra DV. Oui, on était classique, avec les cassettes et tout. C'était horrible. Et après, Nokia a eu la super idée de... C'est le temps des frères Lumière, quoi. Quasiment. Nous sommes les frères Lumière. Il y avait une manivelle sur du podcast. Non, moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'était le Nokia N... c'est le N90, je crois. C'était le N90. Ouais, t'avais ça dans la poche. N95. C'était... Puis les gens ne savaient pas trop si tu les filmais ou si tu les filmais pas, parce que tu faisais semblant de passer. Puis ça leur faisait pas peur. Disons qu'il n'y avait pas le problème de l'objectif. Parce que si tu veux, dans les podcasts, on est allé... On en a fait avec des petits scénarios quand même, mais on est allé tout de suite sur des portraits. À la rencontre des gens. Je trouve que les gens anonymes sont riches et intéressants. Mais il y a, alors quand on regarde, vous pouvez les trouver sur Dailymotion, Mabille en liberté, sur YouTube, tout ce qui n'a pas été craché dans le disque dur, mais ça on a tous connu ça, la perte des archives. C'est toi qui l'as craché, là? Le disque, il a explosé quand on était à Bruxelles, en fait. Voilà. Disque dur externe. Encore la faute des Belges. Qui est tombé d'une table, ça a été terrible. Les 500 gigas. Perdu toutes les archives. Mais on retrouve un côté, cette émission striptease, tu sais, qui interviewe les gens. Et on retrouve un peu, t'allais parler aux gens, on te voit très peu finalement sur certaines vidéos. Ça, j'aime bien. Et puis alors, il se trouve que
les gens viennent facilement vers moi, tu vois, pour me parler et tout. Et puis je trouve toujours un petit truc, je dis tiens, ça peut être intéressant. J'adorais faire ça. Alors, bon, on en reparlera vers la fin, mais c'est quelque chose que vous avez interrompu pour l'instant. C'est un truc que j'aimerais bien qu'on reprenne, ouais. Par contre, on peut te retrouver sur iTunes, ta section des grosses têtes, le coup de gueule de Bernard Mabille, on le retrouve sur iTunes et ça marche bien. Donc, très très actif sur le podcast. En ce moment, justement, on vous croise de partout dans la podcastosphère. On vous a trouvé dans l'apéro du Capitaine, dans le Quadratour. Oui. Vous allez bientôt, alors quand l'émission sera sortie, vous serez peut-être déjà passé chez Polygeek. Donc, chez toi. Bah oui. Et puis, attends, on vous a trouvé aussi à des dîners de geeks. Oui. Alors, avoue-nous, n'écoute pas Pascal, mais tu te fais entraîner par Pascal dans ces lieux de perdition. J'aime bien parce que ou est-ce que toi-même ou était un... Non, j'aime bien. C'est d'abord la curiosité. C'est toujours formidable de rencontrer des gens nouveaux et de partager avec des gens nouveaux. Et puis, moi, ça me rappelle étrangement l'ambiance des radios libres, quoi. Ouais, il y avait ce que vous avez fait à la maison. Ouais, vous avez la même fougue, vous y croyez pareillement. Il y a un côté un peu bricolage. Tu vois, parce que tu vois, après, quand on rentre dans la vie, quand on va un peu plus loin, si demain matin vous passez en télé, ce que je vous souhaite, après on pense tout de suite au pognon. Parce que là, c'est donné aux autres. Et ça, c'est formidable. Puis alors, les dîners des geeks, j'ai retrouvé les dîners d'étudiants, quoi. Ouais. On boit bien, on mange bien, on se marre. Des fois, je suis un peu paumé parce que quand vous commencez à parler de choses trop techniques. Trop techniques. Ouais, là, je suis un peu perdu. Non, mais il y a USB 2, USB 3, là, il se fait plus. Après, ça se perd. Mais moi, je m'arrête à USB, oui. USB. C'est les banques suisses, l'USB, c'est ça, non? Mais en même temps, tu as toujours eu, c'est ce que tu disais avant l'émission, tu as toujours eu un peu les derniers gadgets à la mode. C'est toujours un truc qui t'a fasciné. Ouais, bah oui, parce que toi, j'ai aucun défaut. Ah, c'est bien. Je ne joue pas aux cours, je ne joue pas au casino. Aucun vice. Aucun vice, oui. Je ne dépense pas mon argent avec les femmes. J'aimerais, mais elles ne veulent pas de moi. Alors, donc j'ai toujours, quand j'ai eu des sous, j'ai toujours placé ça dans les dernières techniques. J'adore ça. J'avais acheté le premier magnétoscope, boulevard de Sébastopol. C'était la seule boutique où ils vendaient qui arrivaient à importer des... C'était pas les premiers Darty? Non. Qui arrivait à importer, c'était un mec qui arrivait à importer des magnétoscopes, donc j'ai été chercher mon premier magnétoscope qui pesait 1 tonne. Ah oui, c'était avec les grosses touches. Ouais, les grosses touches, oui. Heureusement, je me suis pas fait niquer par le système 2000. Ah oui, t'as pas eu celui qui a perdu. Non, moi je suis parti sur le VHS tout de suite, à coup de peau. Bien, t'as une nez creux. J'ai des copains qui se sont ruinés avec ça. J'ai eu le premier caméscope avec la valoche, tu vois, et le sac à dos batterie. Les cassettes qu'on mettait dedans, le sac à dos batterie. J'ai eu un des premiers téléphones de voiture, c'était Radiocom 2000. Alors c'est pareil, il y avait une valise dans le coffre. L'ancêtre de SFR. Voilà, et le gros truc en bakélite. C'est l'ancêtre. SFR, c'est commencé par des téléphones de voiture. D'accord. Ouais, c'était un machin, il te fallait 8 mois pour pouvoir en avoir un sérieux piston. On allait se faire monter ça à Gare d'Austerlitz, je crois, dans un... Enfin bon, bref. Mais ça te permettait de frimer au feu rouge. Parce qu'il y a peut-être quand même un petit côté frime dans tout ça, quand même. Voir le basset, oui, c'est vouloir le dernier. Est-ce que tu as eu les grands vidéodisques, là, le truc qui a fait un énorme flop, ça? Les laserdiscs, bien sûr. Ça valait une fortune. Qu'on retournait juste avant de connaître le nom de l'assassin. Il fallait retourner pour avoir la suite. J'ai eu ça, j'ai eu le premier iPhone. Les premiers DVD aussi, où il fallait les retourner aussi pour avoir la suite du film. Exact. Et puis le bebop, là, on s'était fait arnaquer aussi. Ça, où tu téléphonais, tu pouvais pas t'éloigner du réverbère. C'était c'est comme si tu avais une cabine téléphonique. C'était ça, il fallait se localiser. L'objet était beau. J'en ai vu l'autre jour sur un vide-grenier. Bon, ça sert plus à rien. Moi, j'ai encore le mien. L'objet était beau. L'objet était pas mal. Quand tu déballais ce carton avec son propre téléphone. Mais quand tu l'expliques à des gens plus jeunes, ils hallucinent qu'on ait adhéré à une technologie comme ça. Mais t'as eu ça, toi aussi? Moi, j'ai eu ça. C'était les années quoi, 90? C'était 90, dans ces eaux-là. C'était avant la mode du tam-tam et tatou et tout ça. C'était un peu en parallèle. En parallèle. Moi, j'avais mon bebop. Ça permettait de frimer. Ça permettait de frimer, quand même. C'est toujours comme ça. Puis alors, j'ai eu donc le premier iPhone, premier
iPod, premier iPad. Nous sommes allés avec Pascal acheter notre iPad. Faire la queue dans le froid. Faire la queue à la Fnac de Boulogne. C'est lui qui y est allé. Voilà, on a acheté la première. Ouais, c'est sympa. Je trouve ça agréable, quoi. C'est agréable. Ça t'empêche de vieillir. C'est très bien. Je garde le mien. En revenant un petit peu sur les podcasts et notamment le public. Parce que toi, Bernard, tu fais beaucoup de scènes. Toi, Pascal, tu as souvent accompagné. Moi, donc, avoir le contact avec le public sur scène, c'est déjà un contact très frontal avec son public. On dit souvent que le public du théâtre, c'est quand même un des plus durs. C'est vraiment un grand moment de bonheur. Ouais. Vraiment un grand Mais moment ça de peut bonheur. être dur aussi. Quand la salle ne suit pas, ça doit être des grands moments de solitude. Moi, je touche du bois, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus vraiment, quoi. Ce qui est génial avec Obama, c'est qu'on s'intéresse maintenant à la politique américaine. On a appris plein de trucs de la politique américaine. Vous avez appris des trucs, madame, de la politique américaine? Rien? Vous êtes sûr, madame? Rien? Vous savez pourquoi Chelsea, la fille des Clinton, est fille unique? Oh! C'est parce que Monica a avalé tous les frères et sœurs. Alors... C'était dur quand je suis monté sur scène la première fois, oui. Surtout que j'avais écrit pour Le Luron, que c'était un gros succès, Thierry, mais enfin, bon, toi. Et moi, quand je suis arrivé sur scène, j'ai fait un peu le kéké en me disant, t'as réussi à écrire des trucs qui marchent, qui font rire. Ça va être pareil. Mais t'étais pas de Luron, le Luron au début. Non, enfin maintenant quand même. C'est la question que je voulais poser. Bon, le public du théâtre, ça peut être un public dur, mais le public d'Internet qui souvent met des commentaires tout de suite, réagit tout de suite, et en plus avec un couvert d'anonymat. C'est-à-dire, ils se permettent un peu de tout dire. Est-ce que vous en avez souffert avec vos podcasts? Est-ce que vous avez eu des réactions violentes, méchantes Je pense que la grande différence entre le théâtre et Internet actuellement, c'est qu'Internet, tout le monde vient. C'est comme des portes ouvertes. Alors qu'au théâtre, les gens décident de venir voir un spectacle, ils se conditionnent à voir quelque chose. Je pense que quand on prend un artiste comme Michel Muller qui fait des pédophiles ou des détenus sur scène, les gens le reçoivent différemment que si ça arrivait comme ça à froid sur Internet. Sur Internet, Bernard, c'est vrai que de temps en temps, on a eu 2-3 sketchs qui, pour nous, paraissaient bon enfant et qui ont été reçus, qui ont été mal interprétés. Un peu de traviole. Un peu de traviole. Je sais pas lesquels. Moi, je lis pas trop. Je lis les mails, si tu veux. Quand on m'envoie des mails, je les lis et je réponds. Mais on peut envoyer des mails sur des podcasts, d'ailleurs. Tu vois, oui, tu peux. Je réponds, mais... Je sais pas, les commentaires directement sur les podcasts, sur les petits commentaires en dessous et tout. Ouais, plus toi, Pascal. Ouais, non, dans l'ensemble, c'est pas... non. Il y a toujours un ou deux trolls, mais je crois que c'est la nature humaine, c'est normal. Oui, c'est la nature d'Internet. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais toi, quand tu fais des trucs contre la police ou les fonctionnaires, tu te fais quand même régulièrement insulter, quand même. Régulièrement insulter. Mais sinon, non, ça va. En plus, son podcast, ils sont pas méchants, hein. Ils peuvent paraître méchants parce que tu te dis... ils se moquent des gens, quoi. Mais en réalité, il y a une telle complicité entre la personne qu'on filme et la personne qui filme qu'il n'y a aucune méchanceté. Il y en a un que j'adore, c'est le type qu'on avait surpris dans un bistrot et qui imitait la flûte de Pan. Ah, qui faisait la flûte de Pan. Ouais. Alors, il était très bourré. Il faut dire qu'il était très bourré. Alors, c'est vrai que quand tu le regardes, tu te dis « Ah, putain, ils sont salauds, ils ont profité du fait qu'ils soient bourrés. » Mais non, puis il était heureux de le faire. Bravo! Non, puis on sent que tu as une grande tendresse quand même. Tu aimes les gens. Et puis on discute avec eux. Il n'y a jamais de... Enfin, c'est arrivé que Bernard filme des gens et on a regardé, on s'est dit non, ça on le passe pas parce que sur le moment, il y a des fois des gens qui ont besoin de se montrer. En général, on parle avec eux. Alors, par contre, il y en a, on était dans une galerie à Bruxelles et d'un seul coup, Pascal se retourne et me dit « Oh, il y a Tintin ».
Ah oui. C'était extraordinaire. Un type, tu l'as vu ça? Ça n'a pas été craché. Ouais. Il ressemble à Tintin, avec sa femme très, très bourge, à la terrasse. Il a la tête de Tintin, en train de prendre un thé. Et il y avait le chien. Oui, il y avait le chien en plus. Ça qui est génial quand on a un quelque chose pour pouvoir filmer tout de suite. Alors ça, on n'est pas allé lui dire, on vous a filmé. Bon, c'est vrai que c'est un peu illégal parce que normalement tu dois. Non, parce qu'il y avait il y avait plus de 7 personnes à l'écran. Voilà. Oui, enfin bon. Là, on rentre dans la législation. Ah non, mais attention, il faut faire très attention. Toi, en fait, tu veilles, toi, à tout. Oui. Ces choses-là. En fait, avec Internet, finalement, je pense, enfin, vous le voyez aussi au sein de No Watch. Ça a ramené le droit aussi dans la tête des gens. C'est une culture générale qui peut-être était un peu absente. C'est vrai qu'on fait attention à tout ça, droit à l'image, diffamation. On a fait des sosies aussi. Hein. Oui. Ça, c'est marrant. Et le sosie-voix, là, d'Elysée Moon. D'Elysée Moon est assez exceptionnel. Mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare du Mans. Changement pour les directions de La Flèche, Rennes et Alençon. Au nom de la SNCF et de l'équipe TGV, je vous souhaite une bonne journée. C'est tout à fait Coluche, hein. Il y a Coluche, il y a un partout là-dedans. Ça a fait toutes les télés, ça a même fait TF1. Ah ouais. Alors ça, c'est extraordinaire parce que j'étais dans le train et j'entends ça par le haut-parleur et je pensais qu'il déconnait. Et pas du tout, il parle exactement comme ça. Alors, il y a des gens qui ont dit, vous imitez, mais non, il parle comme ça. Et le personnage est il est assez flamboyant. Il raconte une histoire un peu olé, enfin, il est marrant. Ce qui est rigolo, c'est qu'il ressemble complètement à Coluche, avec la voix d'Elysée Moon. Ça fait un match, ça fait combo, là. Alors, il nous a envoyé des emails pour nous remercier. Enfin, oui, parce que les gens, après, venaient le voir dans le décor. J'ai jamais retrouvé. Peut-être une carrière que vous avez lancée. Et Elysée Moon était au courant. Raconte ça. Parce alors Elysée Moon l'a appris, je sais pas trop comment, et il a lui-même tourné une vidéo où il faisait, il était dans un parking et il y a quelqu'un qui lui disait mais je vous connais, vous avez la voix du mec qui contrôle dans le train Paris-Nantes. Et il a dit ah bon, je savais pas. Quand on a démarré le podcast, c'était aussi pour faire connaître cette nouvelle culture. Et c'est vrai que, par exemple, je vois avec Bernard dans son milieu, parmi les gens qui fréquentent, c'est encore quelque chose qui n'est pas présent. Qui est un peu étranger. Il faut dire qu'il y a une vraie confusion, parce que le podcast recouvre à la fois des émissions de télé ou de radio, comme les tiennes, qui sont diffusées par le même média que des productions plus indépendantes, ou des choses plus spontanées, donc c'est vrai que c'est... Mais il n'y a pas tellement... Enfin, moi, je vois chez les artistes, entre guillemets, que je connais, que je rencontre, avec lesquels je parle, il n'y a pas tellement de grands geeks, encore. Non, à part Pierre Bellemare. À part Pierre Bellemare. À part Pierre Bellemare, ça. Lui, il a tout, le dieu des geeks français. Oui, bien sûr. Le pape. Le pape, exactement. Mais ils ne s'y sont pas encore mis vraiment. Non. Justement, je rebondis là-dessus. C'est vrai que beaucoup d'artistes français, et notamment chez les comiques, on sent qu'il y a quand même un rapport amour-haine avec Internet. J'exagère un peu, mais la peur d'être dépossédé de son œuvre et en même temps... D'être volé. Et en même temps, c'est un formidable moyen de se faire connaître. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de droit d'auteur. Oui. Ça déstabilise. Mais est-ce que c'est plus les artistes qui sont déstabilisés ou l'industrie autour des artistes? Les artistes aussi, je pense. Quand je les entends dire, quand tu vas chez le boulanger, tu payes ta baguette, je pense que ça n'a pas du tout c'est pas le même truc, quoi. C'est pas le même truc. Moi, ça me gêne pas. Moi, au contraire, je me dis plus c'est vu et mieux c'est, parce qu'on fait quand même un boulot où on cherche à être vu. Et toi, justement, Pascal, qui est dans la production de ce que fait ton père, par rapport justement au contenu, la gratuité du contenu Internet, ta vision des choses là-dessus? Moi, je pense qu'il faut différencier ce qu'on donne sur Internet et ce qu'on donne sur scène. Je pense qu'on vole un spectacle qui est sur scène quand on le met sur Internet. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Maintenant, je pense que les artistes, t'en as un regard assez extérieur, mais je pense on les a habitués à un certain moule et ils ont du mal encore à réaliser que on peut pas se limiter à un album et à un single Enfin voilà, je pense qu'il y a des groupes qui le comprennent, comme Radiohead et tout, qui comprennent qu'Internet est un nouveau média et inclut une nouvelle façon de fournir du contenu. Le jour où on fera payer des droits sur Internet, c'est la fin de toute liberté, quoi, toi. Moi, je pense que la liberté que l'on a sur Internet, la liberté de dire, de filmer, de montrer, vaut
tous les droits d'auteur qu'on pourrait encaisser. À mon avis. C'est joliment dit. Non, mais franchement, à mon avis, c'est quand même un machin tellement important et tellement révolutionnaire. On voit ce qui se passe dans les pays arabes et tout ça, quand tout part d'Internet, que si ces gens de la finance commencent à... Ils vont nous castrer, tu vois. Moi, je préfère être libre. Laissez-nous ce petit coin de bonheur, quoi. Mais bon, on comprend aussi pourquoi ça fait peur, justement. C'était le dernier truc qu'ils contrôlaient, c'était la télé, parce que ça demandait beaucoup de moyens d'être diffusé. Et là, ils sont en train de perdre ce contrôle-là aussi. Mais je pense que c'est vraiment un problème de manque d'anticipation. Je veux dire, quand on voit que Napster est arrivé en 2000, 99-2000 en France, et qu'ils ont commencé à faire du téléchargement légal presque 6 ans après, c'est vraiment ça le problème. C'est un manque d'anticipation parce qu'ils sont tournés autour d'un cercle et d'un système qui maîtrise, qui contrôle. C'est-à-dire, mon ami est à la télé, mon ami fera la promo média, mon copain sera l'éditeur du CD. Et aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte à quel point ça s'est vraiment mondialisé. C'est-à-dire qu'un artiste aujourd'hui, il est disponible sur tous les supports instantanément. Mais si tu veux, ce que je ne touche pas en droit sur Internet est bien inférieur à ce que je gagne sur Internet avec cette rapidité d'avoir les informations, ces trucs qui passent dont on n'aurait jamais entendu parler, qui te donnent une idée de sketch, une idée de machin. Et tu disais tout à l'heure, les humoristes regardent beaucoup s'ils sont relayés sur Internet. Donc c'est là où il y a un paradoxe. À la fois, ils ne veulent pas y être, mais c'est très important pour eux d'y être. Donc, c'est le beurre, l'argent du beurre. Et le cul de la crémière. Mais je pense aussi que ça vient de notre conception du droit d'auteur en France, qui est très particulier. C'est-à-dire qu'un auteur est toujours... si je ne dis pas de bêtises, mais en France, un auteur ne peut pas céder ses droits. Donc il ne peut pas les vendre. Et il ne peut pas les négocier. Ils sont inaliénables. Voilà, il ne peut pas négocier avec YouTube, par exemple, pour dire, voilà, on passe un deal, vous faites de la promo sur moi, puis je vous vends tant de sketchs. C'est pas possible. Donc à partir de là, comme c'est quand même Internet est une industrie, comme l'a été le cinéma ou la photographie avant, il y a d'un côté un aspect artistique des choses, parce qu'en France, ça vient de Beaumarchais, et il y avait une vraie démarche de protection de l'artiste, face à un média qui est entièrement industriel, entièrement construit autour de l'économie, du business plan, de la rentabilité. Et je pense que c'est de là que vient l'opposition. Il faut concevoir autrement les droits d'auteur en France. Allez. Oh là là, quel programme. On a du boulot. Quel programme. Alors, petite question, on va sortir un petit peu d'Internet parce que ça n'arrive pas tous les jours. Père-fils, vous travaillez ensemble, comment ça se passe ? Et comment vous en êtes arrivés à travailler ensemble ? Ça se passe bien d'abord. Si tu veux, il y a quand même une complicité. Moi, j'ai retrouvé j'ai de la complicité avec tous mes enfants, mais j'ai retrouvé chez Pascal une complicité. On se marre des mêmes choses. Il m'envoie des idées. Ouais, je crois que c'est générationnel. Attends, il se trouve que je suis pas trop parce qu'après il va dire que je le vole, mais non mais il a un regard marrant sur la société, les choses. On s'entend bien, quoi. Ouais. Et donc quand justement là on revient à Internet, mais quand tout ce truc est sorti, il s'y est tout de suite intéressé, et tout à fait normalement, mais il me vend pas de gala, de choses comme ça. Toi, il sait pas le faire, ou il veut pas le faire, j'en sais rien. Mais on est allé tout naturellement vers une collaboration. On aurait pu écrire des bouquins ensemble, ou des pièces de théâtre. On a joué sur scène, on a joué sur scène. Oui, on a joué sur scène. C'était bien rigolo. Ouais. Pareil pour toi, Pascal, que du bonheur. Oui, je crois ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. 10 ans. Dis pas non. Non. Dis pas non, sinon tu vas l'apprendre. Tu vois le spectacle, alors il y a donc Pascal qui s'occupe de... Par exemple, quand on a fait Lille, l'autre fois, tu avais fait de la pub sur Facebook. On avait fait de la pub sur Facebook. Pas mal, d'ailleurs, c'est bien. Oui, ça avait vachement bien marché. J'ai l'autre fils qui m'a fait les musiques. Et j'ai les filles qui placent les spectateurs. Et tout ce travail justement que tu fais sur un peu une nouvelle communauté et un nouveau public, éventuellement pour ton père, vous êtes passé à l'apéro du Capitaine, Quadratour, Facebook, etc. Ça vient, ils viennent au spectacle ou c'est un travail de longue haleine ? Je pense que c'est
peut-être qu'ils viendront au spectacle, ou ils viennent au spectacle parce qu'il y a quand même un certain anonymat sur Internet, on ne sait pas qui vient de... Enfin, pour l'instant, on n'a pas... Moi, je pense qu'au Sébastopol à Lille, ça nous a bien servi. Ouais, à Lille, oui. Tu étais parti des amis de Facebook. Oui, voilà, sur la page fan de Facebook, on avait fait un peu de... Les amis des amis qui habitaient autour de Lille, machin, truc et tout. Et alors, c'est formidable parce que ça coûte pas grand-chose, toi. Quand tu vois le prix d'une campagne de Colonne Maurice, qui rapporte rien, si ce n'est le plaisir de te voir sur les murs de Paris, hein, là, ça a l'air beaucoup plus... Ou de faire pisser dessus par des chiens. J'ai une grosse jambe s'il veut faire le tour. Et les petites colonnes Maurice, il y a des gros chiens. Non, mais ça aussi, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Faire payer de la pub pour des spectacles. Je parle pas de cinéma, ils ont des gros budgets, mais pour des spectacles de théâtre et tout, à ce prix-là, c'est fou. Et je pense que ça a rapporté. Et on avait rencontré à Lille, tu avais invité j'avais invité sur Twitter, Victor Neumann, qui est un des mecs qui, avec Full HD Ready, bon alors Victor Neumann, c'est plus sur Lille, qui file énormément d'infos, de brèves. Et je trouvais que la moindre des choses, c'est quand on se déplace avec Bernard en spectacle, on invite toujours des gens sur Twitter. Parce que, comme Bernard trouve aussi ses brèves, l'info locale grâce à ces gens-là, je trouve que ça fait partie de cette synergie aussi Internet, du rendu. Ça fait partie de la famille, c'est une famille. Puis ça crée une communauté autour. C'est comme les repas de podcasteurs. Exactement, les dîners de geeks. Les dîners de geeks, oui, ou tout à fait. Ou d'ailleurs, on a rencontré la grotte du Barbu, tout ça. Et c'est vrai qu'après, ça crée des contacts parce que souvent, les médias traditionnels cassent le lien entre le public et les artistes. Volontairement. Le quatrième mur. Oui, bien sûr, mais c'est volontaire, je pense. Il y a une bonne ambiance. Moi, je sais que j'en ai fait 2-3, là. Il y a vraiment une bonne ambiance. Il ne faut pas avoir sommeil, parce que ça... Non, c'est souvent tard. On va surtout l'apéro du capitaine. L'apéro du capitaine, attends. L'apéro du capitaine, on est sorti de l'apéro du capitaine, il était 4h du matin, un truc comme ça. Hein. On est venu ici, j'avais un coup de sang à écrire pour Bouvard. On a écrit le coup de sang, on ne s'est pas couché, quoi. Hein, tu vois. Oh là là, c'était claquant. Mais ça rappelait les surprises parties d'antan et tout. Bonne ambiance. Le capitaine est connu pour ses surprises parties. Surtout le côté surprise plus que partie. Ce qui m'a emmerdé, c'est que j'ai pas pu boire. Parce que je travaillais le lendemain. Oui, tu travaillais le lendemain. Alors, je voyais passer des alcools sympathiques, mais... par expérience, parfois il vaut mieux pas boire. Oui. T'as peut-être sauvé la vie. La voiture t'a sauvé la vie sur ce coup-là. Alors, une idée originale, c'est le bar qui est fait en caisse de vin. Caisse de vin, oui. Mais alors, du bon vin. Oui. Que vous avez bu? Oh, oui, certain. En 75, oui. En 75, c'était la meilleure année. Peut-être pas encore assez d'argent, de temps en temps. Et alors là-haut, alors ça, c'est original. C'est une collection d'ouvre-bouteilles de bière. Oui. Ah oui. Des brasseries différentes. Et il n'y en a pas un seul pareil? Il n'y en a pas un seul pareil. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de... Vous savez que ça existait. Alors, comme on faisait des vides-greniers, on était sur place, alors chaque fois... Tout ce que je trouvais, j'ai ramassé, j'en ai fait une collection. Tu penses que Internet va permettre d'être, pendant probablement quelques années, une frange de liberté qui va permettre de lancer des programmes un peu expérimentaux et d'aller plus loin? Je pense que les médias en ont besoin. Comme il y a eu la nouvelle vague au cinéma, il y a un moment où on a fait le tour du cercle. Et ils iront chercher et puiser dans ces nouveaux médias. La technique ayant tellement évolué, tu vois, tu fais une belle émission de télé qui tient la route avec une petite caméra, un bel éclairage, hein, donc c'est facile. En plus petit avec des bretelles, mais on essaye. Vous êtes un peu, d'une certaine manière, vous êtes un peu les impressionnistes du web. Oula! Mais si, parce que les impressionnistes, c'est pareil. À partir du moment où ils ont eu les couleurs et le chevalet, ils ont pu aller à droite à gauche. Non, mais la technique amène parfois une nouvelle direction. Ils sont impressionnistes, mais ils manquent de monnaie. Magnifique. Moi, j'allais dire, s'il y a du bruit numérique, c'est le pointillisme, mais... C'est des années de travail. Des années de boulot. Que dire après un bon mot pareil? En tout cas... Bah oui, là... Plier les Gaules. Exactement, plions les Gaules. Et ben en tout cas, Bernard et Pascal... c'est fini, alors, Ah bah oui, non mais si tu veux, on peut continuer. Non, mais ça passe très vite. Non, mais on peut faire un numéro 2. On va aller dîner. En tout cas,
merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'était vraiment... merci à vous. Vraiment très, très agréable. On attend toujours Bernadette et le chien, mais bon... Bernadette, elle marche encore plus lentement que son mari, donc... Et c'est peu dire. On coupe. Voilà, un grand merci à Bernard et à Pascal de nous avoir reçus pour cette interview. C'était d'autant plus intéressant que Bernard et Pascal connaissent les deux mondes finalement. Celui des grands médias traditionnels, ils sont sur RTL, ils sont sur Paris Première et ils connaissent aussi pas mal la podcastosphère qui est en pleine émergence. Et donc c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui fait un peu le pont entre ces deux mondes. Et puis il nous parlait beaucoup, il le dit dans l'interview, mais il parlait des radios libres et de l'ambiance des radios libres dans les années 80 qu'il retrouve vachement quand il est allé à l'apéro du Capitaine, Quadratour, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il aime. Donc c'était vraiment très très sympa de l'avoir et qu'il nous raconte ses expériences. Donc merci encore et puis, tous les deux quand même sont de vrais geeks parce qu'on a eu une conversation après en dînant avec eux. Sur les caméras, Sur les caméras pendant et ils étaient intarissables et voilà, donc allez les voir et puis faites-vous une opinion sur pièce. Merci. Merci. Quelques mots de notre sponsor Numéricable. Alors mon petit Christophe, à ton avis, qu'est-ce qui compte quand on choisit un FAI ? Pour des gens comme nous qui téléchargeons beaucoup, je dirais la qualité du réseau. Exactement, quand vous êtes un fan d'audiovisuel sur le web, c'est la bande passante qui compte. Et c'est pour ça que Numéricable adopte une nouvelle norme qui est le DOCSIS 3.0, qui va permettre un bien meilleur confort d'utilisation d'Internet, d'atteindre presque tous les débits maximum possibles avec votre connexion. Alors, cette norme, pour l'instant, il y a déjà 5 villes qui en profitent. Paris, Marseille, Lille, Strasbourg et Le Havre. Et s'affiche en bas toutes les autres villes qui vont être concernées pendant les 3 premiers trimestres de 2011. Oui, parce qu'il faut savoir que Numéricable poursuit le développement de son réseau sur l'ensemble du territoire français. Réseau de fibre. Réseau de fibre d'ailleurs. Et si vous voulez savoir si vous êtes éligible, vous qui nous regardez, si vous êtes éligible justement à l'accès à la fibre, eh bien rien de plus simple. Vous allez sur le portail nowatch.tv, vous cliquez sur la bannière Numéricable qui s'y trouve et vous pourrez faire le test d'éligibilité pour savoir si vous pouvez profiter de la puissance de la fibre et du DOCSIS 3.0. Voilà. Et pour cliquer sur le lien, pensez à désactiver votre adblock. Petit malin. Voilà. Et nous, on remercie Numéricable. Merci. C'est l'heure des news du front du podcast, mesdames et messieurs. Absolument. Première news. Eh bien, écoute, on va parler de Zigbox. Zigbox, c'est un podcast qui est présenté par notre ami The Bully. C'est pour ceux qui aiment la musique qui tâche, le gros son bien lourd. Donc, ils sont 3 à présenter. Il y a The Bully, Psychophénix et Hémoglobine. Et donc, vous retrouverez ça sur leur site. Ils font aussi une playlist des musiques dont ils parlent. Donc, à écouter absolument s'il vous reste des tympans après de la musique pareille. Nous voulions saluer l'arrivée d'un nouveau podcast audio dédié au cinéma. Il s'agit de Split Screen, présenté par Gilles, Olivier et Hervé. Split Screen, ça traite à la fois de l'actualité des sorties cinéma donc sur vos grands écrans, avec des critiques des films, mais aussi de tous les aspects techniques enfin pas forcément techniques, mais de la production cinématographique au sens large. C'est vraiment très intéressant et pour un début, c'est très 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 prometteur, donc allez vous faire une opinion en les écoutant. Chapeau les gars. Quelques petites news de No Watch, parce que effectivement ça bouge chez No Watch. Quoi de neuf, Christophe? Je vous parlais d'un podcast audio sur le cinéma, Split Screen. Il y a également chez nowatch.fm et donc sur nowatch.net un nouveau podcast audio qui se nomme Ça tourne. Ça tourne est présenté par Vivian et toute son équipe. Il traite de l'actualité des sorties cinématographiques. Allez les écouter, franchement, c'est très bien. Ça tourne, ça fait le tour de la planète cinéma. Exactement. L'autre nouvelle aussi, c'est que... C'est l'arrivée du grand débat. Le grand débat, alors, c'est quelque chose que François Descraques fait avec toute son équipe de French Nerd, font déjà depuis un certain temps. Maintenant, grâce à No Watch, vous pouvez les avoir aussi sur iTunes et en flux RSS. Pour l'instant, sont diffusées les archives du grand débat, mais bientôt arrivent les nouveaux épisodes. Stay tuned, folks.
Et puis, vous avez peut-être remarqué que Geek Inc. change de parution. Tous les 15 jours, vous les retrouverez maintenant tous les 15 jours et pas toutes les semaines. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. Ça vous permettra d'avoir plus de temps pour les regarder. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, on n'avait pas toujours le temps de les voir d'une semaine sur l'autre. Non, puis c'est leur désir aussi de faire une émission plus touffue tous les 15 jours. Et ils ont un autre projet. Et oui, Julien et Cédric travaillent actuellement sur un autre projet dont on ne vous dira pas plus pour l'instant, mais qui devrait comporter de la HD. Stay tuned, folks. Stay tuned. Un petit mot aussi d'un podcast qu'on connaît bien, mais dont on n'avait jamais parlé, chose étrange, c'est Polygeek, qu'on aime bien. Alors, c'est vrai, c'est un podcast sur la politique, toujours un peu en rapport avec le monde geek. Ils abordent des sujets comme, par exemple, féminité, technologie, la neutralité du net, l'Adopi, etc. Donc, il faut vraiment aller les écouter. Je pense qu'on va aller les voir un jour. Hein. Ça fait partie des personnes qu'on aimerait bien interviewer. Mais si vous ne connaissez pas encore Polygeek, je vous conseille vraiment d'aller les écouter. Et alors, pour conclure, il y a une chose, voilà, en fait, de plus en plus de podcasts francophones se créent. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, à ceux qui nous disent, on fait plus venir les petites anglaises, on parle plus des podcasts anglophones, c'est vrai qu'on préfère, pour l'instant, parler de toutes ces productions françaises. Il y en a beaucoup. Et là, en préparant l'émission, on ne pouvait pas citer tout le monde. Donc, on vous invite vraiment à aller voir sur le forum No Watch. Il y a une section qui s'appelle « Vos podcasts préférés ». Et là-dedans, toutes les personnes qui font un podcast, eh bien, ils viennent parler d'eux. Et donc, vous pouvez réagir, les conseiller aussi, parce que c'est souvent ce qu'ils viennent rechercher, et les découvrir. Nous, on n'a plus le temps de tout écouter, mais franchement, il y a du bon, il y a des pépites là-dedans. Donc, venez les découvrir sur le forum de No Watch. Je profite aussi de la fin des Nouvelles du Front du podcast pour qu'on remercie dans le dernier numéro, Darius nous a vraiment aidé à tourner. Alors pour l'instant, on ne peut pas continuer avec eux, mais c'est vrai qu'ils nous ont vraiment donné l'envie de faire mieux au niveau technique sur Zapcast. Comme d'habitude, tout est une question de matériel, d'investissement, mais en tout cas, on essaye de travailler dans le sens du mieux. On a eu des petits problèmes de son, on espère en avoir de moins en moins. Un grand merci à eux sur les coups de main pour ces 4 derniers mois. Merci Darius. C'est l'heure des retweets! C'est quoi cette voix? On fait une émission sérieuse, monsieur. C'est l'heure des retweets. Alors, il paraît que certains de nos podcasts vous font marrer dans le métro. Eh bien, on est bien heureux de l'apprendre. Et vous allez voir que les Allemands ont trouvé aussi un autre moyen de retrouver leur âme d'enfant dans les transports en commun. Cette petite vidéo que vous allez voir est en fait une captation d'une performance, enfin d'une installation qui a été installée dans le métro berlinois, je crois, par Volkswagen. Vous allez voir que c'est assez marrant, ça pourra peut-être donner des idées d'animation aux dirigeants de la RATP. Regardez. Et toi, Jérôme, ton retweet? Eh ben, mon retweet, c'est pour dire un grand bonjour à nos amis de la belle province.
Alors, vraiment, on veut pas du tout se moquer de votre accent parce qu'on l'adore, mais c'est vrai que je suis tombé sur cette pub et c'est vraiment énorme. Donc, si vous êtes des amateurs de chicks et de gars qui font du social, eh ben, regardez ça tout de suite, ça donne vraiment envie de faire de la gym. T'as entendu parler de la nouvelle école de danse qui ouvre à Charlebourg? Ben t'es pas à bonne place, pantoute! Ici, c'est Privilège Gym, pis c'est à Beauport. On se le cachera pas, au Privilège Gym, y'a des chicks! Mais on a aussi des gars qui sont gros. Des gars qui sont encore plus gros. Des gars qui font du social. Des filles qui suent. Des gars qui suent. Du personnel, ça coche. Des petits dumbbells. Des gros dumbbells. Des dumbbells qui font peur. Des filles qui s'étirent pis qui sont soupes en table. Des gars qui aiment ça, des shakes. Des gars qui font encore du social. Un gars qui remplit tout le temps sa colle de gourde. Des tapis qui roulent. Des gars qui forcent croche. Des gars qui forcent avec leur face. Pis même des gars qui forcent pour les autres. On a aussi des pis ramène-moi donc la chicks. Pis les douches, nous autres, on aime ça, pis on en a en masse. Privilège Gym, un slogan, on n'a pas, pis c'est à Beauport. Voilà, c'est la fin de ce numéro 16 de Zapcast. On espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. Absolument. Et on va terminer avec un petit peu de musique. Oui. Alors, on le sait par vos nombreux courriers que beaucoup de gens regardent Zapcast dans des moments très intimes. On a voulu accompagner le mouvement et vous offrir une musique charnelle en fin de Zapcast. Et puis, un petit peu de fantaisie avec un peu de SM, puisque c'est Master and Servants. Mais c'est une reprise. Ce n'est pas Dépêche Mode qui chante, c'est Nouvelle Vague. Alors, Nouvelle Vague, c'est un collectif français qui fait beaucoup de reprises, façon bossa nova, de titres connus. Le titre, donc, on va écouter, c'est Master and Servant, que vous pouvez retrouver sur l'album 3, je sais pas comment ils disent, mais c'est 3. Dry. Et vous pouvez retrouver donc cet album sur iTunes, sur Spotify, Amazon, toutes les bonnes crèmeries. Enfin voilà, si vous aimez, achetez-le. C'est de la bonne bossa nova et c'est très langoureux et c'est bien. Voilà, en attendant que vous fassiez des bébés, on vous dit un grand merci. On vous retrouve pour Zapcast numéro 17 dans très bientôt. Et d'ici là, podcastez bien. You treat me like a dog, get me down on my knees. We call it master and servant. We call it master and servant. It's a lot like life, this play between the sheets, with you on top and me underneath. Forget all about equality. Let's play master and servant. Nous sommes un peu des Indiana Jones. Des aventuriers. Voilà, des Christophe Colomb. Indiana Jones de la mégalith. Magnifique. On a le titre de l'émission. C'est pas terrible quand même. Ça le fait. Ça se tweet, ça. Son émission. Lançons l'émission. On la refait un dernier coup, puis on la refera à la fin. Peut-être un petit peu long. Peut-être un peu long. Parce que moi, je l'ai trouvé très très bien. Je me suis trouvé très bon. C'est bien. Ouais, non, j'étais très content de moi, tu vois, très à l'aise. Bien. On la refait. Et en deuxième partie, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Mabille, père et fils, pour se poser la grande question. Les geeks... Ont-ils la grosse tête? Ont-ils la grosse tête? Non, merde! Eh oui. On peut la refaire parce que j'avais trouvé un truc bien, en fait, pour l'intro. J'ai aussi été très bon. Oui. Une espèce de constance dans la perfection. On va dire aussi moins pire. Connard. J'ai une mèche qui me chatouille. Attends, je me rapproche peut-être lui, je suis en train de me couper la tête. On lui coupe la tête. Enculé. Non. Ah bon? Mais non. Elle dit pas ça dans le film? Non. Ça, c'est dans la version ça glisse au pays des merveilles. C'est joli, ça, c'est mignon. Je connaissais Blanche-Chèque, c'est les 7 mains, mais... Fais un petit coup pour...
Je me suis coincé la nuque. Ah putain, j'ai une crampe au cou. C'est l'heure des news. Attends, j'étais pas prêt. J'étais en train de faire. Copain. N'importe quoi. Mais non. Cette émission, ça tourne au grand n'importe quoi. N'importe quoi. Heureusement qu'on n'est pas filmé. Hein. Oh, mais.